Donc si je prends la parole devant vous aujourd'hui, c'est en tant que psychanalyste formé au sein du RPH, École de psychanalyse. Et quand j'ai écrit cette phrase, un lapsus calamis y est glissé. Au lieu de former, j'avais écrit forêt. Donc je suis allée regarder d'un peu plus près la définition de ce mot. Alors, forêt, donc c'est percé, XIIe siècle, emprunté du latin forare, percé, troué. La première acception, donc, c'est percer d'un trou, forer une clé, un canon. La deuxième acception, creuser à l'aide d'engins mécaniques. Cette définition m'a fait penser à l'enseignement d'Amorim concernant la sortie de psychanalyse du psychanalyste, pour laquelle il indique que le moi a à être traversé par la castration symbolique. Cette spécificité pour la cure du psychanalyste vise à ce que la libido puisse circuler librement et éviter les engorgements qui regonfleraient le moi. Le psychanalyste, du fait de son travail, est mis en position d'autorité, position de sujet supposé savoir. Et comme l'a indiqué Marine, il ne faudrait pas qu'il puisse penser un instant qu'il peut abuser de cette position. Donc Sigmund Freud parlait de la règle d'abstinence pour le clinicien. Et nous pourrions entendre un affinage de cette règle à partir de Jacques Lacan avec la position d'objet A, cause du désir. Dans cette position, donc le psychanalyste, en tant qu'être qui cause le désir, le fait en s'alignant du côté du manque. Ce n'est pas sa personne en tant que telle qui cause le désir. De cette position d'objet A, en l'incarnant, en se tenant au silence, il nourrit le désir de savoir du psychanalysant et ne bouge pas la voix au signifiant. Finalement, du point de vue clinique, il s'agit de se taire et, je vous le confirme, ça n'est pas si simple. Se taire, ça ne veut pas dire rester mutique, c'est savoir quand parler et pourquoi. Et c'est là ce travail clinique à ajuster à chaque situation. Donc ne pas répondre aux demandes ou aux questions pour permettre au psychanalysant la construction de son désir subjectif, donc singulier. Le paroxysme de cette position d'objet A a trait à la sortie de psychanalyse d'un être qui devient sujet. Le psychanalyste ne dit rien. Le psychanalysant traverse cette expérience de solitude absolue liée à l'assomption subjective. Lors d'une cure, si le clinicien met son moi dans l'opération, il lui sera délicat de se décaler de la relation imaginaire, bien que pour autant il n'est pas concerné, puisque c'est les objets oedipiens qui sont visés. Donc cette relation imaginaire, dont l'autre nom nous pourrions entendre, est celui du transfert, pour lequel Freud indiquait qu'il est un puissant allié pour la cure, comme son plus grand frein. C'est parce que le psychanalyste occupe une position clinique qu'une castration symbolique du moi est nécessaire, afin qu'il supporte la dynamique transférentielle. La sémantique du forage du moi m'est apparue éclairante. Qui a tenté de gonfler un ballon de baudruche troué verra l'analogie avec un moi qui reste dégonflé puisque foré par les associations libres. Mais ce forage n'est pas acquis, car un canal peut se reboucher par sédimentation. Dans notre champ, cette sédimentation serait imputable à la stagnation libidinale, œuvre silencieuse et efficace de la pulsion de mort. Et si la percée se rebouche, le moi peut reprendre de sa superbe. Donc c'est pourquoi il est nécessaire que la cure personnelle se poursuive. L'éthique du psychanalyste de continuer d'associer librement ses pensées, même après la sortie de psychanalyse, vise à maintenir le dégonflement moïque par cette castration symbolique. Lors de son séminaire du 23 février 2026, Fernando de Amorim a indiqué que pour le psychanalyste, son moi est barré. S'il l'avait déjà énoncé auparavant, j'étais passée à côté de ce signifiant barré. Et cette barre situe bien cette représentation du forage, à savoir un canal pour la circulation libidinale. Il dit « la psychanalyse barre le moi du psychanalyste ». En 2022, il a écrit « Le moi du psychanalyste contamine de son imaginaire, toujours, le champ opératoire de l'être, le tout avec le consentement de ce dernier. Ce toujours, je le considère comme sa considération de la Durcharbeitung, traduit en français par perlaboration. Freud écrit « La pulsion, au contraire, n'agit jamais comme une force d'impact momentanée, mais toujours comme une force constante. » La recherche clinique d'Amorim l'a mené à formuler que les cliniciens
que le clinicien, qui désire occuper la position de psychanalyste se doit de continuer sa psychanalyse personnelle parce que l'inconscient est une puissance constante. Donc la perlaboration se poursuit même après la sortie de psychanalyse, puisque l'inconscient et la pulsion demeurent. Penser que parce qu'il y a eu sortie de psychanalyse et que le clinicien est reconnu comme psychanalyste, il sait entièrement sur l'inconscient, serait un mirage. Il sait un bout, et même il est plus libre de savoir davantage, car moins entravé par l'imaginaire, mais il ne sait pas d'une manière absolue ou péremptoire. Un mirage fait immanquablement dévier la trajectoire, puisqu'il est un phénomène d'optique lié aux couches d'air de différentes températures, qui crée une illusion indiquant l'objet là où il n'est pas. Alors se croire arrivé, penser avoir raison, se penser maître à bord, est à entendre comme le moi qui déjà reprend du terrain. C'est cela, ce risque de bascule du côté imaginaire, du côté des mirages, dans lesquels s'illusionne le moi, et qui nécessite, pour celui qui occupe la position de clinicien, que la cure se poursuive. Si nous reprenons l'acception donc de former, ne contient-elle pas en son germe une dimension imaginaire? En effet, dans la formation du psychanalyste, l'imaginaire est présent, ne serait-ce que par l'identification au psychanalyste qui nous reçoit. Lucille Niobi et Warda Ferlico ont d'ailleurs évoqué cela ce matin en faisant référence à Dalint. Donc imaginaire par l'identification aussi aux autres psychanalystes, aux lectures, aux discours qui parsèment notre formation. Une part imaginaire est donc présente, mais est-ce que c'est grave? C'est une facette de la formation. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a à s'en affranchir. Le risque serait un collage au désir de l'autre et donc de demeurer dans une aliénation. Le titre de mon intervention, et là je me suis pris un peu les pieds dans le tapis, je pensais que c'était quitter l'aliénation imaginaire. Je me suis rendu compte ce matin qu'en fait c'était quitter l'aliénation moïque. Et j'ai associé moïque à imaginaire, je les ai confondus. L'aliénation moïque, c'est un pléonasme, mais on peut entendre aussi peut-être que dans l'aliénation imaginaire, il y a aussi cette dimension de répétition. Ce qu'il y a, c'est que je pense que je distinguais l'aliénation donc imaginaire de l'identification qui, pour une part, est aussi imaginaire, mais symbolique pour une autre. Quitter l'imaginaire ne serait de toute façon pas possible, sauf à ambitionner de dénouer les trois registres réels, symboliques, imaginaires, les trois registres lacaniens. C'est pas du tout la visée. L'ambition, plus modestement, c'est de ne pas alimenter l'aliénation qui, elle, est incompatible avec la position de sujet ou de psychanalyste. La formule du titre « Formation du psychanalyste » contient donc en son sein un paradoxe. Formation sous-tend une facette imaginaire, là où psychanalyste renvoie à un positionnement symbolique. Pour formation, je vous renvoie aussi à sa définition de donner forme. C'est ça, cette facette imaginaire. Il semble donc que cette dimension de ce mot formation se retrouve dans divers discours, et notamment le discours universitaire. Julien Faugeras en a touché un mot ce matin, et c'était le cas à mon époque. J'ai appris dernièrement que c'est encore le cas aujourd'hui à l'université. Des discours qui véhiculent l'idée que se former pour devenir psychanalyste, c'est plus tard. Or, comme Edith de Amorim l'a formulé dans la courte vidéo qui annonçait ce colloque, cette rencontre avec le désir n'attend pas le nombre des années. Voici un élément imaginaire puissant, croire que c'est l'âge qui fait le clinicien. L'expérience clinique y participe davantage que la donnée numéraire. Donc précisément, il convient de ne pas attendre pour se former. Débuter plus vieux ne fait que retarder et augmenter l'assise des résistants. Je ne sais pas qui je veux débiter, mais non faciliter la formation. Si j'interviens ici aujourd'hui en tant que psychanalyste, c'est parce que dans ma vingtaine, j'ai été accueillie au sein du RPH afin de me mettre au travail, et le travail se poursuit. Donc le titre du colloque, la formation donc, du psychanalyste, cette première partie, annonce une équivoque. D'une part, il s'entend comme la formation pour devenir psychanalyste, et d'autre part, la formation qui se poursuit une fois devenu psychanalyste. Vous l'entendrez, les deux acceptions sont liées, puisque la formation du psychanalyste se poursuit tant qu'il exerce. La formation et même la position de psychanalyste est indissociable de celle de chercheur, tel que Freud l'a articulé. La psychanalyse se supporte
du désir de savoir. Et le travail de recherche nourrit donc la position de clinicien qui, sans cela, se scléroserait ou, pour le dire autrement, basculerait dans une voie imaginaire. Il est très facile d'être d'accord avec soi-même, de ne pas voir les points qui achoppent. Jean-Baptiste Le Gouy l'évoquait ce matin, et je le cite, il avait indiqué « Un positionnement solitaire peut s'avérer dangereux. Le travail avec autrui et la transmission permettent de se confronter à un décalage qui permet de penser et non seulement de comprendre. » Si la psychanalyse s'origine d'un homme, Freud, elle est née à partir d'un travail qui n'était pas solitaire. Sa correspondance avec Fliss ou ses premiers écrits, à peine âgé de 30 ans, à partir de son voyage à Paris auprès de Jean-Martin Charcot, jusqu'au travail avec les premiers psychanalystes, en témoignent. Cela met en lumière une autre facette de la position de psychanalyste, celle de la transmission. Et c'est en ce point, il me semble, que la formation de psychanalyste ouvre sur celle du faire école. Donc Lacan ne voulait pas que son école devienne institution, que le groupe psychanalytique l'emporte sur le discours, devienne église. Ce risque de glissement vers l'aliénation imaginaire, donc un renforcement moïque à s'installer dans une place d'analyste plutôt que d'occuper une position de psychanalyste, Amorim le repère dans ce glissement dans l'emploi du signifiant, celui d'analyste au lieu de psychanalyste. Si en 1974, donc, le groupe était nommé par Lacan comme garant pour ne pas reglisser dans la vieille ornière, 6 ans plus tard, le phénomène de groupe est finalement ce qui mène à la dissolution de l'école. Au-delà de la transmission de la psychanalyse, le fonctionnement d'une école est un échec si elle se bureaucratise. Cela ne veut pas dire qu'il y ait à faire fi d'une organisation nécessaire pour faire école, mais en veillant à conserver le cap psychanalytique, celui de la castration symbolique. Faire école psychanalytiquement, pour reprendre la formule de Marine Bontemps, inspirée grâce à Jean-Baptiste Le Gouy. Au RPH, école de psychanalyse, un soutien est donné au désir de chacun. Et si nous travaillons à plusieurs, il me semble que régulièrement, nous sommes délogés de s'aliéner au groupe. Le groupe peut venir noyer la responsabilité et le désir. Il est aussi un puissant support imaginaire. Là où l'imaginaire est, l'agressivité et la destruction sont aussi. C'est pourquoi il y a le divan. C'est un peu ce que Warda Ferlico évoquait ce matin concernant le groupe. Ainsi, même si au sein du RPH, il y a des réunions cliniques, des groupes d'études, des groupes de supervision, des groupes de travail sur des thématiques, la visée reste celle du positionnement subjectif. Pour l'heure, l'actuel président, mu par sa position de psychanalyste et de psychanalysant, ne cesse de maintenir le cap, de ne pas laisser le moi de chacun prendre de la place. Si le style peut parfois me déconcerter, je repère que ça met au travail. Le travail est ce qui permet de ne pas s'endormir ou s'immobiliser. Son cap est de ne pas trahir la psychanalyse et la démarche scientifique associée. Et je suis dans le bateau. Forcément donc, mon propos d'aujourd'hui est coloré par cette formation au sein de cette école de psychanalyse et la transmission de M. de Amorim. Est-ce un problème? C'est le propre d'une formation dans l'acception de donner forme. Il n'est pas possible de se tenir debout pour ensuite marcher seul, sans un appui initial sur autrui. Est-ce à entendre que je suis aliéné à Amorim? Si je pose cette question, c'est parce que je ne voulais pas la mettre de côté du fait d'écho concernant le RPH que j'ai entendu sur mon divan. Le docteur de Amorim s'amuse parfois d'être nommé gourou ou dernièrement évangéliste, mais si je formule ma question ainsi, c'est à partir d'une phrase de la sphère amicale que je m'étais entendu adresser. Tu es aliéné. J'ai interprété cette parole comme une parole de colère, mais elle n'en demeure pas moins importante. À prendre la transmission d'Amorim comme un discours de maître, en effet, il y aurait une dimension d'aliénation. Je ne pense pas que l'école continuerait si Amorim se positionnait en maître plutôt qu'en psychanalyste. Mais ça n'exclut absolument pas le fait que je puisse le prendre pour un maître ou d'ailleurs que d'autres le puissent. Ainsi, donc la question demeure, est-ce qu'il y a matière à penser que je m'aliène au désir de l'autre?
Ma réponse est non, car ma psychanalyse m'a appris à ne pas faire confiance aveuglément. Cela avait donné lieu à un haussement de ton désapprobateur, mais je pense que ce qui barre la voie vers l'aliénation, ne pas faire confiance aveuglément, c'est ce que ma psychanalyse a permis. C'est aussi ce qui m'a permis d'apprendre à faire confiance, en continuant de travailler afin de ne pas m'illusionner, ou plutôt m'aveugler. Le moi ne voit rien. Il subit, il se précipite d'une image. Un sujet fait confiance, mais il prend sa part de responsabilité. Ainsi, cette question qui m'avait été posée, je l'ai traduite sous forme de question, est pertinente et il me semble qu'elle peut être conservée comme garde-fou au risque d'une bascule du côté imaginaire. Il y a une part de responsabilité singulière, subjective, et si l'école soutient, une école ne peut pas tout. Il y a une part à mener seule. Je suis allée relire les 4 discours développés par Lacan, et il y indique que le sens du travail est de faire jaillir la vérité. Concernant la place de celui qui travaille, il ajoute, et je le cite, « Celui qui est à cette place dans le discours du maître, c'est l'esclave. Dans le discours de la science, c'est le A italique étudiant. » À relire cela, j'ai souri en pensant qu'Amorim envoie tout le monde vers l'université pour étudier davantage. Les membres du RPH ne sont donc pas dégagés du risque de l'aliénation imaginaire, mais au RPH, ça travaille beaucoup. C'est une formule que Le Gouy nous avait transmise et prononcée par une personne extérieure à l'école. Je préciserai alors qu'au RPH, ça travaille et ça étudie. Remettre sans cesse son travail sur l'ouvrage clinique offre un bon terreau à la scientificité de la psychanalyse du champ du symbolique. Conserver donc en question le comment faire école, pour que celle-ci ne se fiche pas. Faire école est un processus, non pas force d'impact d'une énonciation le jour où école est nommée comme telle, mais force constante. Le moi aime avoir un maître afin de s'aliéner, l'aimer ou le haïr, puisqu'il ne peut pas faire autrement. Le moi vise la maîtrise, le dogme, plutôt que le discours scientifique. C'est pourquoi, pour faire école, l'indication de poursuivre sa cure personnelle est nécessaire. Et je cite Amorim, « C'est le moi qui prend le dessus dès que l'être cède de sa position de psychanalysant. » Merci.